bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre consacrée à la région ouïghour du Xinjiang. Le Xinjiang est une région mythique de la route de la soie, la culture millénaire mais jusqu'alors méconnue. C'est une région d'une grande diversité culturelle et gastronomique qui est aujourd'hui la cible de nombreuses critiques de la part des pays occidentaux. Récemment, un documentaire en 3 épisodes intitulé « Mon carnet de route au Xinjiang » a été diffusé sur CGTN français. Bonjour Olivier Grandjean. Bonjour Chancroé. Vous êtes conseiller spécial et vous êtes présentateur pour le CGTN français. C'est grâce à vous qu'on regarde, qu'on vous suit vos pas durant votre voyage au Xinjiang. Donc, avant qu'on commence à parler en détail de votre voyage au Xinjiang, je voudrais qu'on revienne sur quelques moments forts de ce documentaire. Regardez. La région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, est égale à 3 fois la superficie de la France. C'est 1/6 du territoire chinois. Je suis Olivier Grandjean, un franco-suisse qui a pas mal bourlingué de par le monde. Partons à la découverte de cette région liée depuis 2000 ans à la mythique route de la soie. Le long de celle-ci, depuis Kashgar, j'irai à Hotan pour découvrir la soie de l'Atlas. J'ai cassé le fil. Puis au Pamir. À part ça, l'endroit est fabuleux. Aux grottes Kizil, patrimoine mondial précieux. C'est incroyable. En relevant partout une diversité ethnique et culturelle particulièrement riche et vivace. Kashgar illustrera donc la première page de mon carnet de route au Xinjiang. Dans les immenses espaces du Xinjiang, la confrontation endémique entre le sable et l'eau est un phénomène saisissant. Je vais suivre le fleuve Tarim en passant d'abord par Aksu, puis par Luntae. Les forêts majestueuses qu'il compose sont chaque année sublimées par les couleurs de l'automne. En atteignant finalement le cœur du désert du Taklamakan. Ma route dans l'ouest de la Chine m'amène le long des monts Tian Shan. Un compatriote! Voilà, le grand amour. Waouh! Jayo, hein! Allez! Je viens voir comment les jeunes et l'éducation peuvent influer sur le futur de la région. Waouh! Magnifique! Mon voyage continue dans l'immense désert du Kumtag, mais la ville est tout près. Il me sera aisé de remplir mon carnet de route au Xinjiang. On va d'abord parler de votre expérience au Xinjiang et bien sûr on va parler des populations que vous aviez rencontrées, on va parler de la nourriture, on va parler de la gastronomie. Mais d'abord, votre documentaire s'intitule « Mon carnet de route au Xinjiang ». Pourquoi avez-vous choisi ce titre ? Écoutez, bien que le titre ne soit pas spécialement original, il était extrêmement bien approprié puisque je suis avant tout un voyageur, un baroudeur, un découvreur et puis un grand amoureux de la langue française. Donc si on mélange tout ça, en allant sur la route de la soie au Xinjiang, j'ai pu prendre des notes comme ça, donner un petit peu mon sentiment d'une manière un peu littéraire et encore une fois dans l'esprit d'un voyageur, dans l'esprit presque d'un routard, on va dire. Donc voilà pourquoi mon carnet de route. D'accord. Je me souviens que vous avez écrit quelques petits mots. Beaucoup. Oui. Les petits poèmes. Je suis très très attaché à la beauté de la langue française. Donc on a défini d'entrée que vu les images exceptionnelles qu'on allait tourner, car on avait déjà fait des repérages, il fallait que les textes soient à la hauteur. Je pense que c'est une question de respect pour le téléspectateur de le considérer aimant sa langue, avec des beaux mots, des belles expressions. Donc je me suis régalé à essayer d'élever un petit peu le niveau linguistique, sans aucune prétention, mais en tout cas pour rester à la hauteur des images somptueuses qu'on avait devant nous et qu'on a pu filmer pour nos téléspectateurs.
Et quelles sont les spécificités de ce documentaire? Pourquoi ce documentaire est-il en 3 épisodes? Alors, on aurait pu en faire 10, 15. Il y a tellement de choses à montrer au Xinjiang. C'est une région absolument incroyable, extraordinaire. Tout est gigantesque déjà. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très différentes. C'est d'une grande richesse géographique, culturelle, géologique. Tout ça fait que on ne pouvait pas faire un seul documentaire. Donc, on est parti sur 3. 3 documentaires de 30 minutes, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail sur place, beaucoup de montage ensuite. Et comme on voulait être diffusé en fin d'année si possible, on a dû se dépêcher un petit peu. Le Covid est venu perturber un petit peu tout ça. On aurait aimé tourner un peu plus tôt. Mais finalement, un mal devient un bien, dans le sens où, au lieu de tourner en été, on a tourné en septembre et en octobre. Et c'est 2 mois absolument fabuleux. Il y a une lumière. En plus, c'est le début de l'automne. Les feuilles commencent à jaunir. Les vignes sont à leur apogée. Donc tout ça a fait finalement qu'on est arrivé à la bonne période. C'est peut-être la plus belle saison de la plus belle saison, absolument. Alors donc 3 documentaires de 30 minutes, c'est quand même un gros travail. On avait une grosse équipe. Je vais vous en parler, je pense, dans un petit instant. Mais je pense que c'était à la fois, c'était un bon deal, quoi, vous voyez. Ni trop peu, ni trop. Voilà, c'était bien. 3 documentaires de 30 minutes, ça donne très envie d'y aller. Je suis persuadé que les retours que j'en ai vont continuer. Les gens me disent quand est-ce qu'on va pouvoir aller là? Déjà, la crise du Covid sera passée. J'ai regardé votre émission avec beaucoup d'émerveil. Moi, j'étais vraiment émerveillée par la qualité du documentaire. Et je voudrais savoir comment avez-vous fait pour communiquer avec les locaux, parce qu'il y en a qui parlent le mandarin, il y en a qui ne parlent pas le mandarin, il y en a qui parlent leur propre langue bien sûr, le ouïghour, le kirghiz, oui. ou les kazakhs, enfin, ils parlent tous dans leur langue natale, on va dire, originelle en tout cas. Et ils parlent aussi le chinois, bien sûr, mais parfois ils parlent, il y en a des Ouïghours qui vont parler ouïghour entre eux. Oui. Donc moi, je trouve ça assez drôle, parce que là, je vois mes amis de Pékin qui font des yeux comme ça, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a toujours quelqu'un pour traduire, bien sûr, bien évidemment. Et puis tout le monde parle plus ou moins le mandarin. Et puis en plus de ça, comme vous le voyez, je suis en train de me tenir les mains, parce que moi j'ai tendance, en étant encore une fois un grand voyageur, à me faire comprendre partout. Avec les mains. Oui. Avec les gestes. Avec les gestes, avec les mains, avec les expressions. Donc je trouve que les différences de langage ne sont pas du tout un vrai obstacle pour se faire comprendre. On arrive toujours à se faire comprendre. Ce qu'il faut, c'est de la générosité et puis savoir s'adapter à l'autre. Mais ce sont des techniques comme ça qui viennent toutes seules. Et non, il n'y a pas eu trop de problèmes. Puis on apprend des mots, on échange des mots de tel ou tel dialecte. Et vous avez appris quelques dialectes? Bien sûr, déjà dire merci, bonjour, etc. Comment est-ce qu'on dit bonjour en ouïghour? Yarché. Yaché. Et s'ils sont plusieurs, Yachimou. Yachimou. Et donc c'était la première fois pour vous de partir au Xinjiang? C'était une grande première. J'ai beaucoup voyagé en Chine, beaucoup. J'ai fait une série d'émissions pour CICC et TV5 Monde en 2017, 2018, 2016, 2017 et 2018, où on est allé un peu partout en Chine, dans des régions très éloignées, en allant rendre visite à des ethnies très différentes, dans des paysages différents, dans des atmosphères, dans des climats différents, et jamais au Xinjiang. Et je dois vous dire que, waouh, quelle surprise! L'image que j'en avais, c'était effectivement d'une région immense, avec des paysages très différents, beaucoup d'ethnies mélangées. Donc on m'avait dit, tu verras, c'est très très riche, de manière culturelle, ethnologique, et géographique, c'est très riche. Mais je ne m'attendais quand même pas à ça, quoi. C'est vraiment extrêmement dépaysant. Et puis, c'est vraiment aussi l'extrême occident de la Chine. On est au nord-ouest, donc il y a une identité orientale très forte, quoi. Et donc ça fait un mélange formidable entre les Han, les Ouïghours, les Kazakhs, les Kirghizes. Il y a vraiment un parfum d'Orient. Alors, selon la ville dans laquelle on est, on le ressent plus ou moins. À Kashgar, par exemple, vous arrivez, vous êtes aux portes de l'Orient, vraiment. Kashgar, c'est les portes de l'Orient. On sent en plus que la route de la soie a été vraiment extrêmement importante dans le développement de cet endroit. Ça l'est toujours d'ailleurs. Et c'est un endroit très très mélangé. On sent vraiment qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau historique. Moi, j'adore ces endroits-là.
Je voudrais aussi préciser que pour mieux comprendre le Xinjiang, il faut aller chercher un petit peu l'histoire du Xinjiang. Il faut lire, vous prenez n'importe quel livre ou même sur Internet, et vous allez chercher un peu l'histoire du Xinjiang. Que s'est-il passé au Xinjiang depuis 2000 ans? Et là, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça a été un endroit hautement stratégique. D'un point de vue guerrier, d'abord, il y a eu beaucoup d'invasions des uns, des autres, des seigneurs de guerre, il y a une histoire très riche. Et puis d'un point de vue également d'échange, c'est hautement stratégique pour ce passage entre l'Orient et sur la route de l'Occident. Donc tout ça fait mieux comprendre le Xinjiang d'aujourd'hui également. Apparu sous la dynastie des Han, donc 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc la route de la soie terrestre a existé pendant plus de 1800 ans, donc reliant la Chine, l'Europe en passant par le Moyen-Orient. La route de la soie a donc été la principale voie de communication pour les commerces à longue distance et après également pour les échanges culturels. Donc située au cœur de la route de la soie, donc la région ouïghour du Xinjiang a donc été le démon d'échanges culturels et commerciaux, surtout les villes comme Urumqi, le Kashgar ou encore Otan. Donc Olivier, vous êtes parti pendant tout le tournage, vous avez fait un grand voyage dans la région, parti de l'ouest en est. Donc quelle a été votre impression de cette région et puis surtout de son importance dans l'ancienne route de la soie? Ah oui, elle est centrale, la route de la soie dans l'histoire du Xinjiang. J'ai été quand même très impressionné par le sentiment de faire un peu un voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'on est à la fois au présent, on voit aussi l'avenir qui est déjà en route avec des constructions, avec des infrastructures très modernes, mais on a toujours cette sensation d'être dans un endroit baigné par l'histoire. On parle beaucoup de la route de la soie des échanges, vous l'avez bien dit, commerciaux, mais je pense que les échanges culturels ethnologiques ont été au moins aussi importants. Ça a permis aux gens de vivre ensemble et puis de s'apporter d'un côté comme de l'autre des éléments de culture très différents, des choses qui ont permis le bien-être d'un côté ou de l'autre, la compréhension également d'un côté et de l'autre, je parle d'Occident et d'Orient. Donc tout ça fait un endroit vraiment très particulier. On sent vraiment que la route de la soie, on comprend mieux le sens de la route de la soie quand on est là-bas, voilà, et tout le poids historique que ça a pu avoir. Je me souviens de là, dans un documentaire, dans l'un des épisodes où vous étiez à Kashgar, oui. Et après vous fabriquez des nants, vous avez essayé des chapeaux, parce que moi aussi, personnellement, j'y suis allée pendant une semaine à Kashgar, et c'était splendide parce que vous avez toutes de différentes activités à faire. Ah oui, moi j'adore ça, j'adore faire les choses, essayer de faire les choses que les gens font, les artisans, etc., bien que je sois très maladroit, mais j'aime beaucoup le sens de l'artisanat. J'aime les gens simples qui ont du talent dans ce qu'ils font. Et puis comme en plus je suis un gourmand, donc tout ce qui concerne la gastronomie, alors dès qu'il s'agit de remuer quelque chose ou de préparer quelque chose, j'adore. Et il se trouve qu'à Kashgar en particulier, mais non, au Xinjiang en général, ça c'est clair, on mange très bien. Moi j'aime les pays, alors la Chine, je suis comblé parce qu'on mange très bien partout en Chine, et de manière très différente si vous venez un jour en Chine, selon les régions, selon les climats, selon les cultures, on mange des choses très différentes et complémentaires. Et alors au Xinjiang, vous sentez la trace quelque part de l'Orient. On mange beaucoup de moutons, on mange des brochettes un peu partout. Alors j'ai pris évidemment 2 kilos là-bas, comme toute l'équipe d'ailleurs. On a tous grossi un peu, tout en travaillant beaucoup. Et vous avez ces odeurs d'Orient, d'épices qui flottent comme ça, à Kashgar en particulier. Et puis, il y a aussi d'autres petites villes que j'ai beaucoup aimées, si vous voulez qu'on en parle. J'ai eu un coup de cœur pour Turpan, Turfan ou Turpan selon les cas. Un coup de cœur pour Turpan qui est vraiment l'exemple même de ce qu'est une oasis. C'est-à-dire, dans la région de Turpan, les vents qui longent comme ça les monts Tian Shan se sont un peu rassemblés, se sont un petit peu concentrés sur cette région en amenant beaucoup de sable. Donc on a des dunes immenses d'un désert, on se croirait au Sahara. Aux portes de Turpan, vous avez donc ce désert saharien, on peut dire, avec ses dunes magnifiques, etc. Et d'un seul coup,
d'un seul, sur quelques centaines de mètres, vous passez de ces dunes de sable à la verdure la plus incroyable. En plus, on était au moment donc, des vendanges, enfin juste après les vendanges, début octobre, et il se trouve que Turpan est une vigne, c'est-à-dire que il y a non seulement des vignes autour de Turpan, mais à l'intérieur même de la ville. Beaucoup de raisins. Donc quand vous avez ce contraste immense, vous tournez la tête d'un côté, vous avez les dunes désertiques, et tout de suite là, ce qui représente vraiment l'oasis rêvée, donc version petite ville, oui. C'est vraiment des images incroyables. Et je suis très heureux qu'on ait pu les capter. On avait aussi une grande équipe d'une quinzaine de personnes, plus des gens locaux qui nous aidaient pour telle ou telle infrastructure à gérer. Et on avait un drone avec un spécialiste des drones, un technicien vraiment très doué, qui nous a fait vraiment des images somptueuses où on voit justement non seulement l'immensité, mais les contrastes entre les différents éléments de géographie du Xinjiang. Oui, c'est vrai que c'était impressionnant quand vous regardez de haut en bas. Et après aussi l'intersection entre le désert et l'oasis. Ah, c'est fascinant. Mais je voudrais que vous attirez votre attention sur la région ouïghour de Xinjiang parce que c'est 1/6 de la superficie du territoire de la Chine. 3 fois la France. Oui, et elle a aussi la frontière commune avec 8 pays, donc c'est un... Voilà, donc c'est la région, on dirait, qui est le plus multiculturelle, peut-être, parce qu'avec de différentes langues, avec de différentes cultures qui s'entrecroisent, qui se parlent avec les gens. Principalement, il y a des Ouïghours, il y a des Rins, il y a des Kazakhs. Et après, il y a des Kirghizes, les Mongols aussi, les Mongols. Oui. Oui, donc vous étiez un franco-suisse parmi tous ces gens-là. Donc je voudrais savoir comment, mais en même temps, les pays occidentaux, surtout quelques médias étrangers, vont peut-être critiquer soi-disant une répression culturelle des ethnies minoritaires. Est-ce que vous avez constaté cela sur place? J'ai constaté que les ethnies que je croisais vivaient leur culture à leur manière. Aussi bien un mariage kirghize que des... J'ai pas été spécialement frappé par une interdiction de pratiquer sa culture. Au contraire, comme partout en Chine, les ethnies sont plutôt encouragées à assurer, à assumer leur identité. Je parle de ce que je vois. Je veux simplement vous préciser d'entrée que je ne suis pas un journaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas envoyé par une rédaction pour narrer une situation quelque part. Moi, je suis un grand voyageur et un homme de télévision qui, dans ce cas-là, est allé dans un endroit particulièrement beau, vaste, etc., pour rencontrer des gens et pour m'intéresser, parce que je suis un grand écologiste, pour m'intéresser aux montagnes, aux forêts, aux trésors de la nature, et aux animaux et aux gens qui s'occupent de cette nature et de ces animaux, aux programmes qui sont faits pour qu'on économise les ressources de la terre, etc. etc. Donc, sous cet angle-là, j'ai raconté ce que j'ai vu. Maintenant, effectivement, il y a des choses qu'on entend. J'ai envie de dire, si on s'intéresse, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'histoire du Xinjiang, on comprend un peu mieux. Donc moi, ce que j'aime voir, et c'est ce que j'ai vu, c'est des gens heureux de vivre ensemble. Ça, c'est toujours ce qui m'a passionné. Et j'ai vu des gens heureux de vivre ensemble. Si ce n'était pas le cas, je ne le dirais pas, je vous l'assure. Je m'abstiendrai. Donc j'ai vu des gens heureux de vivre ensemble. Parlez-nous des enfants que vous avez croisés sur place, des enfants mongols, il y a des enfants ouïghours, il y a des enfants de différentes ethnies. Bien sûr. Avec qui vous avez joué au foot, c'est ça? Oui, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu. Ils ont bien joué au foot? Ah oui. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu aussi, vous savez. Il faut rester positif, faut voir moi j'ai tendance à toujours voir le verre à moitié plein. Vous voyez, j'ai vu par exemple des filles, c'est dans un des documentaires, des filles ouïghours, donc de familles musulmanes, qui jouent au foot. Alors elles jouent au foot aux portes du désert, à Turpan, dans le sable. Pourquoi? Parce que dans leur école, le terrain de foot est un peu bétonné, donc elles disent c'est quand même plus sympa de jouer dans le sable. Et en même temps, leur entraîneur me disait, physiquement c'est encore mieux. Voyez,
Donc, j'ai vu ces filles jouer au foot et elles m'ont expliqué qu'avant, leur famille, leurs parents étaient très opposés à ça. Comment ça, tu vas jouer au foot? Une fille, ça joue pas au foot. Enfin, les filles, ça joue pas au foot. Et puis, elles ont réussi à les convaincre qu'il fallait quand même, parce que c'est l'école, et puis essayer un petit peu de jouer au foot, parce qu'elles aiment bien. Puis quand elles se sont mises à jouer de mieux en mieux, et à gagner des locaux, voire même s'intégrer au niveau national dans une certaine hiérarchie footballistique, du coup, toutes les familles sont très fières et encouragent les filles à continuer à jouer au foot. Ça, c'est une victoire du féminisme pour moi, vous voyez. Et donc ça me parle aussi. J'ai beaucoup voyagé en Chine, j'ai fait beaucoup de petits reportages à droite à gauche, et j'ai rendu visite à beaucoup d'ethnies différentes, sur toute la Chine en général. Je pense que la richesse culturelle de la Chine se fait aussi grâce à ces ethnies. C'est intelligent de les défendre, de les protéger, parce que ça rajoute de la richesse culturelle à cet immense pays. Donc, je pense que partout, je mange des choses différentes qui correspondent à toute ethnie. Je vois des coutumes qui continuent à se pratiquer, qui sont encouragées, même souvent d'ailleurs. Et puis alors pour le tourisme, bien sûr, la manne est immense parce que c'est partout pareil dans le monde entier. Les habitants des grandes villes, comme les Pékinois par exemple, ou comme les Parisiens ailleurs, adorent aller voir des gens qui vivent dans la nature, ou qui vivent différents d'eux, ou qui ont un accent différent, ou qui ont une manière différente de vivre, qui mangent différemment, etc. Ça fait partie de notre vie. Heureusement, si on était tous de la même manière, au même niveau culturel et gastronomique, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, quoi. Dans le deuxième épisode de votre documentaire, Entre fleuve et sable, vous avez parlé de tout un processus, de tout un développement de l'environnement, tout un développement de la préservation des ressources naturelles dans ce documentaire. Et je voudrais qu'on en parle un peu sur la protection dans l'environnement, la reforestation. Oui. Est-ce que ça va bien, ça va mieux au Xinjiang? Ah oui, c'est clair. Alors, il faut savoir quand même que les 3 documentaires, Mon carnet de route au Xinjiang, avaient un fil rouge. Ce fil rouge que j'avais demandé et qui a été respecté et qu'on a beaucoup développé, c'était l'écologie. Comme je vous le disais tout à l'heure, les humains au milieu de la nature avec les animaux, protégeant la nature et les animaux et développant tout ça. Et développant tout ça. Donc, au Xinjiang, il y a eu dans une partie du Xinjiang des programmes extrêmement importants. Il y avait dans la région d'Aksu, il y avait des vents terribles chargés de sable jaune. J'ai vu des images d'il y a 30 ou 40 ans très très dures qui empêchaient vraiment non seulement le développement mais la vie normale là-bas. Et il y a eu des grands programmes de reforestation, puisque ça venait effectivement de problèmes de déforestation, de désertification, etc. Donc la machine est partie dans l'autre sens. On a planté énormément d'arbres, il y a eu des grands programmes comme ça. Et ça a fait un peu un mur végétal, une barrière verte qui a bloqué ces assauts du désert et qui a permis d'avoir par exemple des vergers magnifiques, qui a permis de rendre cette ville beaucoup plus verte qu'elle n'était. Donc moi, quand je vois toutes ces choses-là, quand je vois aussi qu'on dépollue certaines rivières, qu'on va vraiment vers plus de bien-être dans le sens du bien-être commun de la population, je suis ravi, quoi. Mais ça a demandé beaucoup de courage. Il y a des gens on en voit certains, qui ont consacré toute leur vie à la reforestation, toute leur vie à l'irrigation, à la nature ou à la protection des animaux. On a vu également des chevaux sauvages, le fameux cheval de Przewalski. Ce sont des chevaux sauvages qui ont été décimés par les hommes avec, il y a des décennies, avec la pollution, avec la chasse, il y a eu beaucoup de problèmes pour ce cheval sauvage qui a souffert du développement des hommes, c'est un peu normal. Et puis là, maintenant, on a fait machine arrière toute, en aidant ces chevaux à se
à se développer en ayant. C'est un genre comment dire, c'est un peu comme une clinique à ciel ouvert, un immense haras comme ça, avec ces chevaux de Przewalski qu'on soigne, qu'on élève avant de les réintroduire dans la nature. Et les programmes sont très avancés. Donc, vous avez de plus en plus de ces fameux chevaux sauvages qu'on retrouve maintenant en totale liberté au pied des monts Tian Shan. Et ce programme est très, très ambitieux. Moi, quand je vois des choses comme ça, je suis ravi. Je bois du petit lait, comme on dit. En plus, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Et justement, là, avant de nous quitter, j'ai une petite question pour vous, aussi au profit de nos téléspectateurs français, africains qui nous regardent. Oui. Je voudrais savoir, alors, que faut-il faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument préparer avant de partir au Xinjiang, dans cette région? Il faut d'abord s'attendre à beaucoup marcher. Il faut surtout avoir une mentalité d'ouverture. Il faut savoir qu'il ne faut pas arriver comme ça en terrain conquis, en se disant voilà, c'est moi qui ai la vérité, c'est ma manière de vivre qui est la meilleure. Non, non, il faut s'attendre à devoir partager avec des gens humbles, simples, qui vivent dans la montagne. On a beaucoup d'exemples comme ça dans les émissions où on voit des portraits de personnes formidables, vraiment, qui vivent en pleine nature, qui vivent dans une nature extrêmement généreuse. Et donc, il faut se préparer. Alors, bien sûr, si on y va en été, il faut savoir qu'il fait très chaud. Mais quand je dis très chaud, juillet-août, c'est vraiment caniculaire. Et puis, si on y va en hiver, il faut s'attendre, comme on dit, à cailler, donc à avoir très, très froid. Donc, effectivement, il faut se renseigner avant pour les équipements qu'on doit avoir dans ces cas-là. Mais j'ai envie de dire, il faut s'attendre avant tout à avoir un cœur généreux, à avoir une envie de partage, une envie de compréhension de l'autre également. Oui, bien sûr. Et puis, ça a été le cas pour nous. J'adore quand on voyage et quand on travaille, qu'on s'amuse, qu'on rit. Donc on a beaucoup ri sur ce tournage. On avait une ambiance, je dois quand même féliciter l'équipe technique de CGTN avec qui j'étais. C'était vraiment une équipe très 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 pointue de techniciens et la productrice également qui aimaient ce qu'ils faisaient. Et donc on a eu l'occasion de travailler dans des très bonnes conditions humaines. Et pour moi c'est très important. Si l'ambiance n'est pas là, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Et quel a été le moment le plus drôle? Très très rapidement, comme ça on en a eu 2 ou 3, vraiment. J'ai une image de ces fameux chevaux sauvages de Przewalski. On est dans un box, comme ça, pas dans un box, dans un carré, donc fermé. On a laissé le portail ouvert et on est en train de parler. Et d'un seul coup, on tourne la tête et on voit les chevaux qui s'en vont, les chevaux sauvages. Donc on arrête tout, on leur court derrière pour les rattraper. Ça, c'était assez drôle. Et puis il y a aussi une autre image, et je pense que vous pourrez peut-être la récupérer, on va peut-être la voir, où je suis en train, parce que j'ai beaucoup marché. Je partais dans le désert par exemple, et puis je marchais, ou dans la montagne, dans la neige, à 4300 mètres d'altitude, puis on me disait, c'était très bien, mais il faut la refaire. Donc je repartais, je revenais, j'ai fait des kilomètres, l'équipe me disait, waouh, la santé, dis donc. Bah oui, j'ai la santé, j'en profite. Et à un moment, je suis en train de grimper comme ça la dune d'un désert, et donc ils sont en train de me filmer à quelques centaines de mètres, et cette dune est assez raide comme ça, et je pars, allons-y Franco, et au moment où je grimpe cette dune, elle s'écroule. Et j'entends derrière moi l'équipe hurler de rire, parce qu'on me voit en train de faire du surplace. Et je me suis dit, je vais arriver en haut, je vais arriver en haut. Vous ne montez pas. Ah, mais ça a été une minute un petit peu délicate, mais je me disais, j'arriverai en haut, et je suis arrivé en haut. Et les entendre rire comme ça, c'était vraiment un bonheur, parce que ça donne l'image du plaisir de travailler ensemble et de vouloir rapporter les plus belles images d'un des plus beaux endroits sur Terre aux téléspectateurs. C'est parfait. Merci Olivier Grandjean d'être venu sur le plateau de CGTN français. Merci Changroué qui veut dire rayon de soleil. Merci et merci de nous avoir partagé toute cette expérience très très riche au Xinjiang. Et merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis et merci pour votre fidélité. Je vous dis à la prochaine.